La semaine dernière, j'étais assis à la terrasse d'un café, boulevard Saint-Germain. Le soleil de fin de journée dorait les façades haussmanniennes. Autour de moi, c'était un tableau de la normalité retrouvée. Des rires, des verres qui trinquent, des conversations animées sur les vacances, le travail, l'avenir. La guerre en Ukraine, les tensions mondiales. Tout cela semblait à des milliers de kilomètres, une autre réalité appartenant aux journaux télévisés. J'ai ressenti, comme tout le monde, une forme de soulagement. Le calme était revenu. Et c'est précisément à ce moment-là, au milieu de cette quiétude, que j'ai ressenti le vertige le plus profond de ma vie. Car j'ai compris que ce calme n'était pas la paix. Ce n'était même pas une trêve. C'était un piège. Le piège le plus sophistiqué et le plus dangereux qui soit. J'ai repensé à une vieille fable qu'un professeur d'histoire m'avait racontée. L'histoire d'une forteresse imprenable qui avait résisté à tous les assauts. Ne pouvant la vaincre par la force, l'ennemi a levé le siège. Il a laissé derrière lui des champs à nouveau cultivables et a envoyé des émissaires parler de paix. Les habitants, épuisés par la guerre, ont célébré, ouvert leurs portes et baissé leurs gardes. C'est à ce moment-là, au cœur de la fête, que l'ennemi est revenu, sans rencontrer la moindre résistance. Cette fable, c'est notre histoire. C'est l'histoire de l'Europe aujourd'hui. Nous sommes cette forteresse. Épuisés par 2 ans de crise, de tension, d'inflation, nous nous accrochons à ce calme apparent, comme à une bouée de sauvetage. Nous voulons croire que le pire est derrière nous. Les sommets diplomatiques, comme celui en Alaska, nous offrent des images rassurantes, même s'ils n'apportent aucune solution réelle. Les gros titres se sont déplacés sur d'autres sujets, et nous acceptons ce soulagement avec une naïveté terrifiante. Mon enquête de ces derniers mois m'a prouvé que ce calme est une construction, une stratégie délibérée. J'ai découvert que pendant que nous retournons à nos vies, les fondations de notre forteresse sont en train d'être méthodiquement sapées de l'intérieur. L'arme de nos adversaires n'est plus le missile, c'est notre propre désir de normalité. Ils ont compris qu'il était inutile de nous attaquer de front. Il suffit de nous laisser nous détruire nous-mêmes, en nous endormant avec le chant des sirènes de la paix. Cette chronique est l'histoire de ce siège invisible. Je vais vous révéler pourquoi ce calme est une anesthésie collective, comment il est utilisé pour masquer une guerre économique et politique d'une violence inouïe, et comment il prépare le terrain pour un réveil qui sera d'autant plus brutal que nous dormons profondément. Le piège n'est pas la guerre qui pourrait revenir. Le piège, c'est la paix dans laquelle nous croyons déjà vivre. Ce que vous allez entendre ce soir est le fruit d'une longue investigation dans les angles morts de l'actualité. J'ai cessé de lire les gros titres pour me concentrer sur les signaux faibles. Les rapports économiques que personne ne cite, les changements de doctrine militaire passés sous silence, et surtout, la montée d'une fatigue stratégique qui ronge l'Occident. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une guerre gelée. Un concept terrifiant qui n'est pas l'absence de conflit, mais sa continuation par des moyens plus insidieux. Nous allons explorer ensemble les 3 niveaux de ce piège. D'abord, le piège psychologique. Comment ce calme apparent est conçu pour nous démobiliser et éroder notre vigilance. Ensuite, le piège économique. Comment cette non-guerre nous coûte en réalité une fortune et sape notre compétitivité à long terme. Enfin, le piège politique. Comment cette situation est exploitée pour fracturer les alliances européennes et transatlantiques, nous laissant isolés et affaiblis. Ce n'est pas une vision pessimiste, c'est une lecture lucide des stratégies à l'œuvre. Mon but n'est pas de détruire votre espoir, mais de fonder votre vigilance sur la réalité, et non sur l'illusion. Si vous êtes de ceux qui sentent que quelque chose ne tourne pas rond derrière la façade de la normalité, alors cette chronique est pour vous. Montrez que vous êtes là en cliquant sur « J'aime ». Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations qui nous aideront à naviguer dans ce monde complexe. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville et quel pays vous m'écoutez. La lucidité est notre premier territoire à défendre. L'anesthésie collective. Le piège psychologique. Le premier et le plus puissant des pièges est celui qui est tendu à notre esprit. J'ai passé des semaines à analyser l'évolution de la couverture médiatique de la guerre en Ukraine. Au début, c'était un mur d'images, une saturation d'informations 24h/24. Puis, progressivement, le sujet a glissé. Il est passé des ouvertures de journaux aux pages intérieures, puis aux brèves. Ce n'est pas un complot des médias, c'est la nature même de notre cerveau.
Il ne peut pas maintenir un niveau d'alerte maximal indéfiniment. La fatigue informationnelle s'installe et nous commençons inconsciemment à filtrer, à ignorer. Ce calme médiatique est la première étape de l'anesthésie. Les stratèges qui nous font face ont parfaitement compris ce mécanisme. Ils savent que le temps joue pour eux. En maintenant le conflit à un niveau de basse intensité, une guerre gelée, ils évitent les chocs qui pourraient nous réveiller. Il n'y a plus de grandes offensives spectaculaires, juste un grignotage lent et continu. Cette absence de drame nous donne l'illusion que la situation est sous contrôle, stabilisée. C'est un mensonge que nous sommes trop heureux de croire, car il nous permet de retourner à nos vies. C'est ce que les analystes appellent la démobilisation par l'usure. J'ai retrouvé cette stratégie décrite dans de vieux manuels de guerre psychologique. L'objectif n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de le rendre indifférent au sort de ses alliés. En prolongeant le conflit, en le rendant chronique, on le transforme d'une cause morale urgente en un problème de gestion lointain et coûteux. La question dans l'opinion publique n'est plus « comment les aider à gagner », mais « quand est-ce que ça va s'arrêter ?» C'est une victoire psychologique majeure pour ceux qui misent sur notre lassitude. Ce piège est d'autant plus efficace qu'il est renforcé par des mises en scène diplomatiques, comme les sommets de paix qui n'aboutissent à rien. Ces événements sont des placebos. Ils sont conçus pour nous administrer une dose d'espoir, pour nous faire croire qu'une solution est proche, et donc qu'il n'est plus nécessaire de maintenir un effort maximal. Chaque poignée de main, chaque communiqué vide de sens est une berceuse qui nous enfonce un peu plus dans notre sommeil stratégique. J'ai alors compris que le calme actuel n'était pas un état de fait, mais une arme. Une arme psychologique pointée sur notre vigilance. Elle exploite notre désir le plus profond de paix pour nous rendre aveugles aux dangers qui continuent de grandir. C'est une anesthésie qui nous prépare à l'opération à venir, une opération qui sera menée sur un patient endormi, incapable de réagir. La guerre par l'épuisement, le piège économique. Une fois l'esprit endormi, il est plus facile de s'attaquer au corps. Et le corps de nos nations, c'est leur économie. C'est le deuxième niveau du piège. J'ai analysé l'impact économique de cette guerre gelée sur l'Europe, et les chiffres sont brutaux. Une guerre ouverte et courte, aussi destructrice soit-elle, est suivie d'une phase de reconstruction qui peut stimuler l'économie. Une guerre gelée, elle, est un poison lent qui ne produit que de l'incertitude et de la stagnation. C'est une hémorragie de ressources sans fin en vue. J'ai calculé les sommes engagées par l'Union européenne et ses membres pour soutenir l'Ukraine. C'est une mobilisation financière historique. Mais dans une guerre qui ne se termine jamais, cet effort devient un fardeau structurel. Cet argent, qui devrait être investi dans notre propre transition énergétique, dans notre innovation, dans nos services publics, est détourné vers un effort de guerre sans cesse renouvelé. C'est une stratégie d'attrition économique. On nous force à nous vider de notre sang pour maintenir un allié sous perfusion, jusqu'à ce que nous soyons nous-mêmes exsangues. Cette situation crée des distorsions profondes. J'ai vu comment l'incertitude permanente freine l'investissement privé. Pourquoi lancer un grand projet industriel en Europe si une nouvelle crise énergétique peut éclater à tout moment? J'ai vu comment les prix de l'énergie, même s'ils ont baissé depuis les pics initiaux, restent durablement plus élevés chez nous qu'aux États-Unis ou en Chine, ce qui détruit notre compétitivité. Le calme apparent sur le front militaire masque une guerre économique féroce, et dans cette guerre, nous sommes en train de perdre du terrain. Le plus insidieux, c'est que cette pression économique alimente la crise sociale. L'inflation, la stagnation, la nécessité de financer le réarmement, tout cela pèse sur les ménages et les entreprises. J'ai observé comment ce mécontentement est ensuite capté par des forces politiques qui proposent des solutions simplistes. L'abandon de l'Ukraine, la fin des sanctions, le repli national. Le piège économique se transforme ainsi en piège politique, utilisant nos propres difficultés pour nous pousser à abandonner la partie. J'ai alors compris que le calme était un luxe que nous payions au prix fort. Chaque jour de paix précaire est un jour où notre économie s'affaiblit, où notre modèle social se fissure, où notre capacité à faire face à la prochaine crise diminue. Le piège n'est pas de nous détruire par une attaque, mais de nous amener à un point d'épuisement tel que nous ne serons plus capables de nous défendre, ni économiquement, ni militairement. Le théâtre de la diplomatie, le piège de l'illusion. Pour qu'une anesthésie fonctionne, il faut que le patient ait confiance, et pour que le piège économique se referme, il faut que nous ayons l'illusion que la situation s'améliore.
C'est le rôle du troisième niveau du piège, le théâtre de la diplomatie. J'ai passé des semaines à décortiquer les sommets, les rencontres, les déclarations qui ont ponctué ces derniers mois. Et j'y ai vu une mise en scène parfaitement orchestrée, conçue non pas pour résoudre le conflit, mais pour gérer nos perceptions. Prenons l'exemple du sommet en Alaska entre Trump et Poutine. Les images ont fait le tour du monde. Tapis rouge, poignées de main, conférences de presse parlant de discussions productives. Mais quels ont été les résultats concrets? Un cessez-le-feu? Un retrait des troupes? Rien. Absolument rien. J'ai compris que le but de ce sommet n'était pas la paix, mais l'image de la paix. Pour Poutine, c'était une victoire immense. Il brisait son isolement, se montrait en égal des États-Unis et gagnait en légitimité sur la scène internationale sans rien céder. Pour l'Occident, ces sommets sont des pièges narcissiques. Nos dirigeants, pressés par leurs opinions publiques qui réclament la paix, sont obligés de participer à ce théâtre. Ils savent souvent que cela ne mènera à rien, mais ne pas y aller serait perçu comme un refus du dialogue. Ils sont donc contraints de jouer leur rôle dans une pièce écrite par d'autres, une pièce qui au final ne sert qu'à renforcer la position de l'adversaire et à nous donner à nous, le public, une fausse impression de progrès. J'ai analysé le langage de ces rencontres. Il est fascinant. On parle de fenêtres d'opportunité, de processus, de construction de la confiance. C'est un vocabulaire qui suggère le mouvement, l'avancée. Mais en réalité, c'est le langage de l'immobilisme. C'est une manière de prolonger l'état actuel des choses, cet état de guerre gelée qui, comme nous l'avons vu, nous est si défavorable. Le théâtre diplomatique est la bande-son qui accompagne notre lent affaiblissement. J'ai alors compris que le plus grand danger de ce calme apparent, c'est qu'il est activement entretenu. Il n'est pas le fruit du hasard. Il est le produit d'une stratégie sophistiquée qui utilise nos propres mécanismes démocratiques et médiatiques contre nous. En nous vendant l'illusion que la paix est au coin de la rue, on nous empêche de prendre les mesures difficiles mais nécessaires pour nous préparer à une guerre longue. On nous maintient dans un état d'attente passive, alors que l'ennemi, lui, continue d'avancer ses pions dans l'ombre. La fracture silencieuse, le piège politique, l'anesthésie psychologique, l'épuisement économique et le théâtre diplomatique créent les conditions parfaites pour le quatrième niveau du piège, la fracture politique. Mon enquête m'a mené au cœur des divisions qui rongent l'Occident. J'ai réalisé que le calme actuel n'apaise pas les tensions, il les exacerbe en silence. Il donne à chaque pays le temps et l'espace pour que ses intérêts nationaux reprennent le dessus sur la solidarité collective. J'ai d'abord observé la fissure qui s'élargit au sein de l'Union européenne. Pour les pays de l'Est, en contact direct avec la menace, ce calme est perçu comme un sursis angoissant. Ils accélèrent leur réarmement et ne font confiance qu'à la protection de l'OTAN. Pour eux, toute discussion avec la Russie est une trahison. Mais pour d'autres pays, plus à l'ouest, la pression économique et la lassitude de l'opinion publique rendent l'idée d'un compromis de plus en plus acceptable. Le calme ne fait que renforcer ce dialogue de sourds, empêchant l'Europe de définir une stratégie commune claire. Puis, il y a la fracture transatlantique. Le retour possible de Donald Trump à la Maison-Blanche a jeté une ombre sur l'engagement américain. Son approche transactionnelle de la diplomatie, sa méfiance envers l'OTAN, tout cela est perçu par Moscou comme une opportunité en or. Le calme actuel permet à cette incertitude de grandir. L'Europe se retrouve paralysée, ne sachant pas si elle doit se préparer à faire face à la Russie avec les États-Unis ou seule. Cette ambiguïté est une victoire stratégique majeure pour ceux qui veulent affaiblir l'Alliance Atlantique. J'ai aussi vu comment ce calme ronge nos démocraties de l'intérieur. La guerre, lorsqu'elle est visible, crée un sentiment d'unité nationale, un effet de ralliement autour du drapeau. Mais une guerre gelée, avec ses conséquences économiques négatives et son absence de cause claire, fait l'inverse. Elle nourrit le cynisme, la méfiance envers les élites, et offre un terrain de jeu idéal pour la désinformation et les mouvements populistes qui accusent leur propre gouvernement d'être responsables de la situation. J'ai alors compris que le piège politique était la conséquence logique des autres. Le calme nous donne le luxe de nous diviser. Il nous permet de nous quereller sur la meilleure voie à suivre, alors que l'adversaire, lui, suit un plan unique et cohérent. Il transforme notre plus grande force, le débat démocratique, en notre plus grande faiblesse, la paralysie décisionnelle. Le piège se referme lorsque nous sommes si occupés à nous battre les uns contre les autres que nous ne voyons plus l'ennemi commun à nos portes. Le réveil brutal, le piège final.
J'arrive au terme de mon enquête, au dernier acte de cette tragédie silencieuse. J'ai vu comment le calme nous endort, nous appauvrit, nous illusionne et nous divise. La question finale est « Pourquoi ?» Quel est le but de cette stratégie complexe? La réponse est le piège final, celui du réveil brutal. Toute cette préparation n'a qu'un seul objectif, nous amener à un point de faiblesse, tel que nous serons incapables de réagir à la prochaine escalade. J'ai modélisé 2 scénarios possibles pour ce réveil, tous 2 basés sur la même prémisse. Le calme actuel n'est qu'une pause opérationnelle. Le premier scénario est celui de l'escalade soudaine. Après des mois, voire des années, de guerre gelée, alors que notre vigilance sera au plus bas et nos divisions au plus haut, une nouvelle offensive militaire est lancée. Mais cette fois, elle est fulgurante, massive, et peut-être sur un autre front pour créer un effet de surprise totale. Démobilisé psychologiquement, affaibli économiquement, divisé politiquement, notre capacité de réponse sera lente, chaotique et inefficace. Le temps que nous parvenions à nous mettre d'accord, il sera trop tard. Le deuxième scénario est encore plus insidieux. C'est celui de l'effondrement par implosion. Il n'y a pas de nouvelle attaque militaire. La guerre gelée continue, simplement. Mais l'hémorragie économique devient insoutenable. La crise sociale s'intensifie. Les gouvernements européens, discrédités, tombent les uns après les autres, remplacés par des régimes populistes qui choisissent de rompre les alliances. L'Union européenne et l'OTAN se délitent, non pas sous l'effet d'une attaque, mais de leur propre poids, de leur propre fatigue. La victoire de l'adversaire est alors totale, sans qu'il ait eu à tirer un seul coup de feu supplémentaire. J'ai compris que ces 2 scénarios ne sont pas exclusifs. Ils peuvent même se combiner. Mais dans les 2 cas, le résultat est le même. Une Europe neutralisée, incapable de défendre ses intérêts et son modèle de société. Le calme actuel est la préparation de ce résultat. C'est le temps que l'ennemi se donne pour que sa victoire soit la moins coûteuse possible. Le piège se referme lorsque nous réalisons que nous avons perdu la guerre pendant que nous pensions vivre en paix. Le vrai danger, ce n'est pas le bruit des bombes. C'est le silence de notre propre renoncement. C'est le confort de l'anesthésie que nous avons accepté, sans voir qu'elle précédait l'amputation. Mon histoire a commencé sur une terrasse de café, dans l'illusion d'un calme retrouvé. Elle s'achève avec cette terrible certitude. Ce calme est le champ de bataille principal de notre époque. C'est là que se joue notre avenir, dans notre capacité à résister à la fatigue, à la division et à l'illusion. Le piège qui se referme sur nous est fait de nos propres désirs. Notre désir de paix, de normalité, de prospérité. Et c'est ce qui le rend si diaboliquement efficace. Pour y échapper, il n'y a qu'une seule voie, celle de la lucidité. Une lucidité inconfortable, exigeante, qui nous force à regarder le danger en face, même quand il se cache derrière un sourire diplomatique. N'acceptez pas ce calme pour argent comptant. Questionnez-le. Analysez les signaux faibles. Renforcez votre propre résilience et celle de vos proches, car la prochaine alerte ne viendra peut-être pas d'une sirène, mais du silence assourdissant d'une Europe qui aura renoncé à se battre. L'inexpliqué a été révélé. À nous de ne pas rester endormis.